Donc, je suis ravie de vous présenter, et je remercie l'organisation du NEC, Numérique en commun, de m'avoir invitée pour vous présenter, de mon point de vue, les impacts connus et mesurés à ce jour du numérique en santé. Il faut savoir que je suis anthropobiologiste et linguiste, anthropologue de la santé, travaillant dans plusieurs domaines en santé, et anthropologue de l'innovation, travaillant sur des sujets autour de l'innovation. Les contextes et les défis sont monumentaux. Donc, on m'a toujours appris à contextualiser les choses avant de démarrer. Je vais essayer d'être claire et en même temps suffisamment rapide. En santé, on est dans un domaine de mutation profonde. Le système de santé change en permanence. On est face à des grosses contraintes civilisationnelles, démographiques, explosion de la population démographique, chronicisation des maladies, explosion de certaines maladies comme le cancer, etc. Nous sommes dans des contraintes environnementales également face aux pénuries d'eau. On est à 25% de la population mondiale qui n'a plus un accès à une eau directe. Et le système de santé qui est mal, le système hospitalier qui souffre aujourd'hui d'un dysfonctionnement, alors déjà d'un problème d'argent, merci beaucoup, d'un problème de coûts, pour réduire les coûts, parce qu'il y a des coûts afférents à la santé qu'on ne peut plus continuer de procurer. Et ces problématiques sont renforcées par le changement de vision entre l'attente de ce qu'on aurait d'un système de santé, avec une prise en charge plus holistique, et ce que propose l'hyperspécialisation en santé des professionnels de santé dans les services de santé. Donc tout ça crée une crise dans la crise et rend le contexte un petit peu difficile. Il s'agit d'une crise systémique pour le système de santé, avec en plus toute la problématique récente de gouvernance des données de santé, collecte, réutilisation et d'attaques informatiques. Quand il y a des attaques informatiques, ce sont vraiment des grandes problématiques. Donc, comment protéger les données de santé dites sensibles et comment se protéger et se prémunir contre tous les nouveaux enjeux en termes de données de santé, d'attaques informatiques et du caractère impératif de pouvoir faire se répondre des logiciels de santé aux autres logiciels de santé dans une logique d'interopérabilité. Donc voilà, le paysage de la santé est complexe, mais également celui du numérique. Donc là, on a eu un remaniement gouvernemental récent, avec le numérique qui part sur le ministère de l'enseignement supérieur. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça pose des grandes questions. En termes de financement, parfois, c'est pas tout à fait clair. On sait que France 2030 a lancé des politiques de financement importantes, à savoir comment ces financements et cette volonté étatique de développer le numérique pourra être suivi dans les années à venir, mais quand même avec une certaine incertitude. Il faut savoir qu'en janvier 2025, un forum va être un summit pour la France, va être très très important, où on va vouloir, pour pouvoir être compétitif sur le plan international, se positionner en tant que leader, alors non pas aux côtés de la Chine ou des États-Unis, mais sur le plan de la réglementation de l'IA. Donc ça, c'est un enjeu de taille pour la France, et on vise cet axe très réglementaire de l'IA, comme le rapport Villani avait déjà démontré, sur une IA réglementaire et éthique en France. Donc on a vraiment ce label-là que les autres pays en compétition, US et la Chine, n'ont pas forcément. Donc voilà pour le contexte. Donc l'e-santé, est-ce que c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide ? Je vais essayer de vous proposer un petit peu cette vision-là binaire qui va permettre de dire des choses. Donc le côté vert à moitié plein, c'est cette volonté de se dire qu'il y a deux approches ou une combinaison des deux, qui se dit que l'e-santé va tout changer en visant à réduire les temps de production, donc le travail, et en proposant de meilleures conditions pour le service de la santé. Alors qu'on part quand même d'un vecteur de réduction de coûts qui est complètement afférent à ces enjeux-là. Mais l'e-santé, qu'est-ce que c'est? Alors, l'e-santé, je pense que je ne vous connais pas en tant qu'auditeur de la salle. L'e-santé, c'est la croyance en une médecine 4P, 5P, 6P. On rajoute des P. On a rajouté beaucoup de P récemment. C'est une médecine dite préventive, participative, personnalisée, prédictive. Et ensuite, on a rajouté de preuves, etc., etc. Le fait est que
Je ne sais pas si vous cernez exactement ce que peut représenter la prévention. Le champ de la prévention, c'est un cercle plutôt vertueux, qui est récupéré en France par Santé publique France, par exemple, et qui permet, grâce à des messages de sensibilisation et de communication, de diffuser des messages importants aux populations ciblées pour les éviter de contracter certaines maladies, alors qu'on sait que c'est possible de les éviter en adoptant des hygiènes de base et des règles élémentaires dès tout jeune. Le côté personnalisé, c'est grâce à l'IA et algorithmique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les one fits all de l'industrie pharmaceutique, les blockbusters, mais les médicaments, hein, les antibiotiques par exemple, les choses comme ça. Mais grâce à l'IA, on arrive à établir en temps réel des données métaboliques, protéiniques, etc., d'un individu, alors qu'à échelle d'une vie, auparavant, ça aurait été impossible et inenvisageable. Le côté médecine participatif, c'est le fait que désormais, on ne s'inscrive plus dans un rapport pyramidal, dans la relation médecin-malade, mais que le patient puisse prendre en charge son propre parcours de soins, s'interroger sur les conditions de sa maladie, sur les traitements proposés et décider d'œuvrer, parfois, ce que je vous ai dit par rapport au contexte de la santé au départ, à organiser les choses de sa santé, pas uniquement en tenant compte d'une approche médicamenteuse, mais aussi en alliant d'autres pratiques non médicamenteuses et par exemple tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, etc. Le P de preuve, alors je vous ai dit personnalisé, participatif, prédictif. Prédictif, je ne vous l'ai pas dit encore. Alors là, c'est grâce à tout ce qui est analyse génétique et algorithmique qui permet de se dire que tiens, on a des probabilités de contracter telle ou telle maladie dans le futur. Donc on n'est plus dans une approche curative de santé, mais une approche où on va se dire, tiens, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer ? On a tous en tête les tests salivaires les tests salivaires qui avaient été distribués américains et dont les résultats étaient distribués par une lettre à la poste dans les boîtes aux lettres des Américains, et en disant, bon ben voilà, vous avez tant de pourcentage de chances de contracter telle maladie, etc. Et une liste reçue de façon très abrupte pour les citoyens, et du coup générant aussi du stress, des angoisses, enfin quelque chose d'assez anxiogène. C'est pour ça que la France a légiféré sur le plan éthique assez rapidement derrière, pour dire non, ok, c'est possible de faire des tests prédictifs, mais à condition que les tests soient délivrés en présence d'un médecin dans le cadre d'un cabinet médical, et qu'un médecin puisse expliquer ce qui se passe directement au patient. Donc on est un petit peu dans cet univers-là et de preuves, parce que toutes les solutions médicamenteuses ou de développement médicamenteux doivent être validées sur le plan clinique en apportant des preuves réglementaires de leur efficacité et de la valeur ajoutée des solutions auprès des patients. Les patients, on ne les appelle plus des patients, mais des usagers de la santé. Dans ce cas-là, donc on change vraiment de paradigme et de monde. Les champs d'application sont recherche, prévention, diagnostic, prise en charge, bien-être, accompagnement, information, communication. Ça couvre un petit peu tout. On a ce panel qui couvre un petit peu tout. Donc là, je vous ai rappelé sur un slide les sous-ensembles de l'AI-santé concernés par l'AI-santé. Sans doute les connaissez-vous. Les différentes catégories d'innovation, sans doute les connaissez-vous. Donc tout ce qu'englobe l'AI-santé, qui est une médecine de valeur et de preuve, de valeur ajoutée. Donc ça, c'est un extrait de World Economic Forum, qui appelle à cette transformation digitale, comme tous les grands organismes mondiaux appellent à cette transformation digitale pour dire que grâce à ça, on va améliorer l'efficacité et optimiser le soin pour les gens qui vivent avec des maladies. Ce sont des marchés qui sont colossaux. On a en 2020 énormément d'argent, mais il y a énormément d'argent aussi, 20% de toutes ces sommes qui sont dépensées sur des interventions en fait, qui sont inutiles, dont on n'a pas besoin. Soit beaucoup de médicaments. Du coup, on postule que ça va être possible d'économiser de l'argent grâce à la médecine CIP
pour pouvoir couvrir à ces dysfonctionnements aujourd'hui en l'état actuel du système de soins et économiser du coût global de santé grâce aux technologies du numérique transposées au monde de la santé. Donc ça, pour le moment, on n'en a pas eu encore de preuves, mais on l'estime, on le postule, et c'est la raison pour laquelle, c'est le point de départ pour lequel nous essayons de mettre en place énormément de choses. Donc, la Food and Drug Administration américaine a autorisé notamment 950 dispositifs médicaux embarquant de l'IA, mais aucune n'est générative ou alimentée par du LLM, les grands modèles de langage, pour le moment. Mais en fait, on se rend compte que les dispositifs médicaux, desquels dépendent les régulations des produits de santé numérique, les dispositifs médicaux numériques ne sont pas neufs. Et pour les États-Unis, ça remonte quand même à 1995, où le premier DM autorisé était pour la lecture de frottis cervicaux, PapNet Testing System, qui ensuite a été retiré du marché. Il y a eu d'autres DM qui ont obtenu leur feu vert ensuite et qui ont eu des approbations suivant les classifications américaines de la FDA qui sont de novo, demande d'autorisation préalable à la mise sur marché, ou l'autorisation 510K. Ce sont des chiffres qui ont explosé et qui concentrent certains domaines avec clairement un grand intérêt pour le domaine de la radiologie. Là où l'algorithme peut détecter une tâche, en fait, un pixel sur l'écran, sur la formation d'une tumeur, ou dégager un signal grâce à du monitoring sur la prédiction, par exemple, d'un infarctus ou quelque chose comme ça. Donc, sont des systèmes qui permettent vraiment d'optimiser le côté prédictif et préventifs et qui ont clairement une grande valeur ajoutée depuis quelques années déjà dans le monde de la radiologie, entre autres. McKinsey, pareil, comme World Economic Forum, envoie la pierre de lancement du numérique en santé en proposant ces chiffres colossaux à nouveau et en prédisant une évolution pour le futur, donc un marché qui existe et sur lesquels nous allons. Le World Health Organization a un plan 2020-2025 et propose ses stratégies pour prendre en charge ce sujet. Donc tout le monde, je pense que c'est vraiment sur le plan culturel, tout le monde, et financier, économique, tout le monde s'engouffre à fond sur la numérisation de la santé en postulant sur cette réduction de coûts et cette amélioration du service rendu aux personnes. Mais pour autant, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on est sur une compétition internationale, parce qu'il y a plein d'acteurs, parce que la France est clairement à la traîne vis-à-vis des autres acteurs, et du coup, il y a eu énormément de changements dans le paysage français, alors qui semble parfois un peu insaisissable et difficilement compréhensible sur la création d'organisations en santé, d'organes de santé, l'Agence du numérique en santé, le Ségur de la santé, les plans de financement France 2030, et puis la réforme que tout le monde a suivie, aussi Mon espace de santé, censé collecter toutes les données de santé en France pour pouvoir créer son propre cloud de santé. Non, pas cloud, je dis n'importe quoi. Pour créer son propre data center, Health Data Hub. Le Health Data Hub a été créé également pour pouvoir rivaliser avec les hébergeurs de données américains qui existaient déjà depuis longtemps et qui déjà avaient branché un petit peu tous les hôpitaux américains pour récupérer toutes les données santé. Donc, nous, on est complètement à la traîne vis-à-vis de ces sujets. Mais quand même, l'identifiant national de santé, on n'y est pas tous passés, mais on a une carte vitale dématérialisée, etc. Il y a énormément d'initiatives. Et cette organisation nous le montre bien, il suffit de se promener à droite à gauche pour voir qu'il y a énormément d'initiatives qui servent, qui sollicitent de l'argent, 54 milliards d'euros quand même en 5 ans, pour accélérer la santé, le passage à la santé numérique. Et on a notamment dans le domaine des digital therapeutics, donc des molécules digitales. On a des dispositifs qui sont passés maintenant depuis 2 ans, comme le dispositif PECAN pour les dispositifs médicaux numériques et qui permettent d'accélérer la mise sur le marché de ces dispositifs.
le système, donc Loïc Etienne, qui crée c'est un urgentiste de profession qui s'est formé à l'informatique et qui a créé les premiers langages déjà sous Minitel pour récupérer des données, puis ensuite aujourd'hui pour permettre de poser des diagnostics, mais pas suivant le point de vue du médecin, mais le point de vue des besoins du patient. Donc, par rapport au niveau de connaissance du patient et du coup son vocabulaire utilisé, l'algorithme se balade et permet d'identifier si le patient, c'est une première prescription, il a déjà été diagnostiqué ou pas, etc. etc. Donc, c'est vraiment poser un diagnostic de façon extrêmement fine. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que c'est aussi un système de payeurs qui est fondé sur une médecine de preuve, du pas prouvé ou peu prouvé en ce moment. Et du coup, on a quand même en France des algorithmes qui sont sortis. On a le CEA laitier en 2015, donc ça y est quand même quelques années, presque 10 ans, qui a sorti le Diabloop, qui pour le traitement automatisé du diabète 1, qui aujourd'hui est remboursé par la Sécurité sociale depuis 2021 et qui permet il apporte vraiment une valeur ajoutée en proposant aux patients de façon automatisée, tout au long de la journée, les doses d'insuline nécessaires à leur prise en charge. Donc, il est aujourd'hui utilisé dans 7 pays européens. C'est un grand succès. Nous avons à l'étranger, par exemple, ce Medical Scan Readers. Donc là, c'est l'Israël. Avec cet algorithme, pareil, l'Israël a eu vraiment donc tous les pays ont eu une volonté de récupérer des données de santé. Donc, ils ont leur National Health Information Exchange qui a permis de développer cet outil grâce à une start-up et qui permet, dans le champ de la radiographie, d'analyser des images médicales pour prévenir de façon très anticipée, à 1 pixel près, la présence d'un cancer, alors que le diagnostic humain posé ne pouvait pas prenait 1 ou 2, plusieurs mois, voire une année supplémentaire. Le MoveCare, alors notre MoveCare français, la première thérapie digitale remboursée, dispositif médical de classe 1, qui est un dispositif de télésurveillance pour le poumon et qui permet d'alerter, dans le suivi des patients atteints d'un cancer de poumon, d'alerter d'une rechute, ce qui permet, ou d'un signe d'anomalie, ce qui permet une intervention rapide et de sauver des vies, concrètement parlant, avec une amélioration de la survie globale de 7,6 mois pour les patients. Donc, ce qui est quand même assez considérable. On a aussi un autre exemple, je ne donne que des exemples, qui ne sont pas du tout exhaustifs, le BlissDTX. BlissDTX qui n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, mais par contre, qui a conclu avec 10 ans de recherche clinique et qui a des résultats probants et qui permet, avec des casques de réalité virtuelle, de minimiser les phénomènes douloureux chez des patients. Donc ça diminue, on diminue sans antalgique et sans prise de médicaments antalgiques. Je pense que vous avez tous entendu parler de la crise des opioïdes. Donc de façon très holistique finalement, parce qu'on rejouerait presque avec ces simulations de réalité virtuelle toute la prise en charge de l'hypnose thérapeutique ericksonienne dans la réduction du phénomène douloureux. C'est un petit peu ça finalement. Mais par contre, contrairement à une molécule pharmaceutique qui a un pouvoir très ciblé sur le corps, comment voulez-vous prouver le large spectre de preuves que ce type de solution sur le plan réglementaire est à même de présenter ? Donc, c'est compliqué aujourd'hui de prouver l'impact des solutions numériques, des molécules numériques, des digicaments, on les appelle les digicaments, parce qu'il y a un vaste spectre de preuves, et du coup, on se retrouve dans la même difficulté que de prouver une médecine alternative ou l'apport d'une médecine complémentaire. Un petit peu, c'est un petit peu le sujet. Donc, des spécialistes essaye de se dire qu'il faudrait avancer sur le champ de la réglementation et pour avoir des réglementations spécifiques à ce type pour prouver les DTX. Alors, à nouveau, je reviens sur McKinsey, parce que McKinsey, ils disent quand même, bon, si vous voulez, juin 2024, c'est pas si vieux, ils disent, voilà, alors, il y a un gros marché, on y va tous, par contre, vraiment,
Les patients, donc les usagers, dans l'adoption des usages, ils ne sont pas super contents. Niveau expérience, ça fonctionne encore pas de façon géniale. Et en plus, il y a des problèmes d'interopérabilité pour la réutilisation des données de santé. On freine un petit peu les enjeux de recherche. Et puis en plus, il y a des questions de protection, de sécurité informatique, cybersécurité, de données sensibles et tout. Et c'est vrai que pour les patients et les professionnels de santé, donc ça commence à faire beaucoup de monde, il peut y avoir des problématiques sur la valeur ajoutée des solutions e-santé. Mais ça, c'est en introduction en fait du texte. Hein. Moi, je vous le mets en fin de passage de ma propre introduction, et que du coup, ça peut être compliqué d'intégrer ces systèmes existants pour les professionnels de santé et les patients à la fois. Et après, ils pointent du doigt un petit peu la France et l'Europe en disant de façon généraliste, il y a plein de pays qui vraiment ont, malgré, comme l'Allemagne, malgré le DIGA et tout ça, qui récupèrent très peu de données de santé, et d'autres qui peinent à avancer sur les problématiques d'adoption et d'intégration dans les usages par rapport aux données de santé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'études sur l'adoption des usages, des usagers, les besoins. On essaye de comprendre de façon fine les besoins des patients, des professionnels de santé. Il y a des études de point de vue. Il y a une tonne d'études combinées, quantitatives, qualitatives, pour essayer d'avancer sur ces sujets et d'avancer sur le sujet de l'acculturation. Donc ce virage du numérique où on peut avoir des super solutions numérique, il y a des ingénieurs géniaux derrière tout ça, et derrière, boum, quand ça sort sur le marché, il n'y a pas d'usage en fait. Donc personne s'en sert, et du coup, c'est un flop, c'est de l'argent gaspillé. Et c'est vrai que, comme l'idée quand même initiale, rappelons-le, c'était de minimiser les coûts, c'est un peu dommage qu'au final, en voulant minimiser les coûts, on les augmente. Donc là, c'est à titre d'exemple des études sur ces usages et adoption de la e-santé avec des méthodologies innovantes, qualitatives combinées, experts, ou le point de vue patient, le point de vue professionnel de santé, le point de vue payeur, etc., pour essayer d'avancer sur ces sujets et d'avoir des documents avec des recommandations opérationnelles, à visée organisationnelle, présentant des insights ou des outils pour pouvoir avancer et tenter la chance de cette carte à jouer, de la numérisation du monde physique en santé, et de voir comment ça se passe et comment on peut avancer sur ce sujet. Par exemple, j'avais été, il y a 2-3 ans en arrière, j'avais travaillé avec le Centre hospitalier universitaire de Genève, sur des petits robots Misty qu'ils avaient depuis de nombreuses années. Donc, c'est des petits robots, je crois, qui valent quand même 4-5 000 balles le robot, hein, quelque chose comme ça. Puis eux, ils s'en équipaient de toute façon. Tous les ans, depuis des années, ils en avaient un ou deux, donc ils commencent à en avoir quelques-uns. Et en fait, avec les équipes UX-UI, on a monté des protocoles. Et il y a eu un consortium européen qui est sorti et qui voulait comparer l'usage de ces robots, l'intégration dans les usages de ces robots auprès des seniors, parce que c'est de la robotique sociale, auprès des seniors entre la Suisse, l'Italie et la Hollande. Donc en Hollande, Néderlande, facile. Les centres hospitaliers universitaires étaient directement en connexion avec les maisons de retraite. Du coup, ils arrivaient à trouver sans problème des personnes âgées, des seniors pour tester les robots. En Italie, ils ne s'occupaient pas du côté test, donc ce n'était pas une question. Par contre, en Suisse, le centre hospitalier universitaire ne trouvait personne pour vouloir tester les robots. Mais personne. Pourtant, on se dit, quand même, le centre hospitalier universitaire de Genève, personne. Et en fait, à chaque fois qu'ils essayaient de solliciter des seniors, les seniors n'étaient pas du tout intéressés, alors que, au lieu de payer pour le robot, ils étaient payés pour l'essayer. Donc déjà, quand même, un peu un problème par rapport au modèle économique. Et le peu de personnes qui ont accepté de tester ce robot l'ont renvoyé le lendemain avec des lettres pas écrites par ChatGPT, avec des lettres en disant « mais c'est une honte à l'humanité. Vous nous prenez pour qui exactement ? On a toujours été dans le lien social, dans l'interaction aux autres. Et puis aujourd'hui, vous pensez que vous allez nous envoyer ces petits machins là pour nous tenir compagnie du matin jusqu'au soir, mais est-ce que vous fichez notre gueule ? C'est une honte, etc., etc. Du coup, vraiment, grosse remise
remise en question de toute l'équipe de geeks informatiques géniales du CHU de Genève, jusqu'à ce que Christian Lovis, le directeur du département informatique et aussi médecin, chairman, il a beaucoup de casquettes, essaye de prendre le petit robot Missy dans son bureau. Selon ses propos, il me l'a rapporté. Et en fait, il m'a dit, mais c'était insupportable, le truc. Il faisait bzz, bzz. Quand il sortait, nous on l'avait depuis des années à l'hôpital, donc du coup je pensais que ça allait, mais on ne savait jamais s'il était allumé ou éteint. Du coup c'était infernal, donc on a l'impression que ces petits yeux là, ils nous filmaient en permanence. À un moment, j'ai eu des collaborateurs qui venaient se plaindre pour une situation qui était complètement personnelle et confidentielle dans l'hôpital. Je ne savais même pas si le robot n'était pas en train d'enregistrer les infos pour les balancer sur les réseaux, etc. Donc, il m'a dit vraiment l'horreur. Et donc, ils ont rendu quand même un papier très propre, une étude UX/UI très propre sur le robot Misty. Et derrière, ils ont laissé tomber Misty. Ils sont passés à Pepper. Voilà. Pour la petite histoire. Donc, ça, c'était un peu ma présentation, en fait, une introduction longue, j'en suis vraiment désolée, pour en arriver à mon sujet, c'est-à-dire le verre à moitié vide, dans le sens, c'est pas du tout que je sois pessimiste ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est notre devoir aujourd'hui d'avancer de façon critique dans les choses, et rien n'est simple. Donc un collègue paléanthropologue, Pascal Pic, disait « Nous ignorons une règle empirique de la coévolution entre société humaine, innovation technique et culturelle. Toutes les révolutions technologiques ont créé plus de tâches et plus de travail, avec tout un cortège de transformations démographiques et sociétales, d'inégalités et ou de progrès social. On est dedans. » Et dans ce cas-là, par exemple, on a, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais il a été fini il y a un an en arrière, je crois Human Brain Project, le premier flagship européen à 607 millions d'euros, qui a fait se rencontrer 19 pays du monde, 3000 publications, et aujourd'hui 160 outils disponibles en ligne pour la recherche en neurosciences, dont le eBrains, qui a été un échec relatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voulait modéliser toutes les fonctions cérébrales inconnues, en sachant que le cerveau a quand même 100 milliards de neurones, plus que le financement de France 2030. 100 milliards de neurones, ça fait énormément de connexions. Chaque neurone a de 100 à 1000 connexions avec un autre neurone. Et du coup, pour simuler le cortex cérébral, impossible. Impossible. On n'a pas les machines, même sur les superordinateurs, on n'avait pas les machines. Impossible. Donc, impossible parce qu'il aurait fallu réunir plus d'informations que toute l'information existante. Donc, c'est pas possible, quoi. Donc, on a essayé de réduire un peu l'échelle à 1% du cortex et à 1/600e de la vitesse réelle. Et là, il a fallu utiliser... et là, ça a été possible, mais du coup, c'était complètement réduit. Enfin, on n'était pas du tout dans les attentes exprimées du départ. Et pour l'extrapoler au cerveau entier, on s'est rendu compte qu'il faudrait utiliser une centrale nucléaire avec la capacité d'éclairer une ville comme Paris, quoi, pour un cerveau. Et un cerveau, il fait 2,5 kg, il tient dans une main et il n'utilise que 20 watts. Donc, vous voyez le truc quand même, juste pour un cerveau. Donc, il y a quelque chose qui se passe du côté du vivant qui est encore un grand mystère. Et sur le plan d'adaptabilité, la façon dont nous nous rejoignons dans le numérique n'est pas encore complètement réglée. Et un collègue, Pascal Alix, qui justement écrit une thèse sur ce sujet, sur le plan réglementaire et juridique, pour avancer sur tous ces sujets, faisait ce post il y a quelques jours en arrière pour dire tiens, je ressors un prompt que j'avais fait et où je demandais au début du chat GPT qu'on a connu il y a un an en arrière ce qui se passait, quel serait l'effet sur le plan statistique des applications d'intelligence artificielle générative sur l'humain en termes de baisse l'augmentation du QI, et le chat GPT avait répondu une baisse de QI par rapport à la moyenne de la population nationale. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ce sont que des prédictions. Parce qu'en fait, on est quand même dans des sociétés mythologiques. Nous avons besoin de créer des mythes pour expliquer ce que nous ne comprenons pas. Du coup, on est toujours dans cette construction du mythe. Et du coup, on ne sait pas si on va vraiment régresser. Alors, c'est vrai que chaque génération a dit que les générations suivantes, elles allaient devenir beaucoup plus bêtes qu'elles-mêmes.
Bon, c'est en même temps, ça se répète de génération en génération. Chaque génération, elle dit « Oh, mais ils y comprennent rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va être la cata. » Donc, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui de nos propres enfants. Mais après, bon, espérons qu'ils aient autant d'adaptabilité que nous, j'en suis persuadée. Mais néanmoins, l'écran a des études prouvées, le numérique et le recours au numérique, et du coup, par définition, la e-santé, a multitude d'études et de rapports et de documentaires maintenant prouvés sur le fait qu'il y a des conséquences neurodéveloppementales et socio-relationnelles, en un mot cognitif, qui sont terribles. Et que l'IA affectera le développement de nos enfants. Donc ça, c'est quand même une question. Là, en fait, là, aujourd'hui, je balaye pas du tout les questions de souveraineté numérique, de cybersécurité, de changement d'identité par rapport aux données de santé, d'hébergeurs. Je balaye pas. Il y a une multitude de questions que je présente pas du tout pour me concentrer en tant qu'anthropobiologiste uniquement sur le vivant. C'est-à-dire comment nous, on va se rejouer à la lumière de ces systèmes en interaction avec machine. Comment nous, parce que là, finalement, on a très peu d'études sur le sujet, hormis ces tendances qui sont plutôt dédiées au public des enfants et des adolescents, et on dit « et aussi les adultes » à chaque fois en fin de phrase, et où les sollicitations permanentes, parce que quand même dans un smartphone comme ça, il y a 17 prix Nobel de physique dedans. Il y a des génies qui travaillent en permanence sur la fabrication de sollicitations qui vont nous permettre de nous piéger dans des actes de consommation, en fait, en permanence. Donc, il y a vraiment toutes des stratégies qui sont utilisées, qui sont brillantes pour nous rendre addicts un petit peu de ce type-là. Et la façon dont fonctionne notre cerveau sur des cycles satisfaction, récompense, frustration, nous fait rejouer sur des réseaux dopaminergiques, toujours ce cycle-là de façon un peu perdue. Vous avez vu alors j'aimerais bien ça, dans la salle, qui n'a jamais essayé de regarder des fois son nom sur Google, ou quand on postait quelque chose sur les réseaux sociaux, le nombre de likes qu'on avait eu récemment? C'est terrible. Enfin, on est toujours. C'est complètement stupide. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du nombre de likes qu'on peut avoir sur un article ou sur une publi ou sur un post? Enfin, je dis ça. Il ne faudra pas que je le dise devant tout le monde, même si je suis filmée, parce que je suis quand même directrice d'un MBA communication santé, où là, il y a quand même un facteur d'impact aussi par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. Mais ceci dit, passons. Mais quand même, sinon, pour nos santé mentale, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir le nombre de likes sur un post par rapport à ce qu'on dit, ou de partager, etc. etc. C'est des satisfactions un petit peu bizarres quand même, non? Et la preuve en est, c'est qu'il y a une détérioration de la santé mentale à échelle internationale. Et que les premiers touchés, ce sont nos pauvres 18-25 ans. C'est terrible, il y a un double du taux de suicide chez ces jeunes, donc c'est une vraie problématique. On ne sait pas pour quelle raison, mais on se permet la corrélation directe avec la numérisation de la société. Du moins, énormément d'études aujourd'hui et de réglementations en devenir tendent à réglementer ce sujet, et notamment l'Australie qui est en plein échange pour interdire le téléphone portable en dessous de 14-15 ans et les réseaux sociaux en dessous de 16-17. Et presque tout le monde est d'accord. Mais bon, il y a quand même des opposants. Et en France, c'est pareil. Il y a des rapports qui sont sortis récemment. Donc, un rapport... Donc là, c'est des études qui établissent des liens entre usage des écrans, maladies métaboliques et cardiovasculaires. Parce que du coup, qui dit... on dit aussi sédentarité. Et sédentarité, c'est pas bon. Nous sommes des êtres d'interaction. On a besoin d'une interaction aux autres, d'être dans l'échange, de nous rencontrer, d'être dans la controverse, dans l'échange, le dialogue. Et aussi, on n'est pas tout seul. On est dans un environnement donné. Et du coup, si on n'a pas ça face à nos écrans, en plus des troubles de vision, etc., bien évidemment, on développe des maladies physiologiques en lien à la sédentarité et qui donnent ce genre de résultats pour des études. Donc aujourd'hui, c'est quand même prouvé. Alors, il y a énormément de sources. Si vous êtes intéressé par des bibliographies, je vous ai épargné la liste bibliographie, tous les articles réglementaires qu'il y a sur ces sujets. Mais si ça vous intéresse, revenez vers moi après la conférence et je me ferai un plaisir de vous les échanger, parce qu'autrement, c'est trop long pour tenir sur une présentation. Mais on commence à voir pas mal de choses. En plus, donc, des problèmes de sécurité et de confiance, tout ce qui est nutrition.
les conseils, les fake news qui circulent sur les réseaux par rapport à ce qu'il faut faire, comment il faut se nourrir, etc., et qui ne sont pas du tout légitimes, voire dangereuses. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Pascal Alix. Son sujet de thèse en droit, plus précisément, sont les risques systémiques d'atteinte aux droits humains par les systèmes algorithmiques génératifs, analyse juridique et recherche de solutions de régulation. Mais il n'y a pas que lui, c'est vraiment une considération gouvernementale. La France aussi, Emmanuel Macron a sollicité une commission constituée d'experts pour évaluer tous ces enjeux. Récemment, il y a près de 150 jeunes qui ont été interviewés, 3 mois, une centaine d'experts et de professionnels, et ça a donné un document assez intéressant, qui est celui-ci, par rapport à la prise en charge des enfants et adolescents. Mais on se contente encore que des enfants et des adolescents. Et on parlerait d'interdire en France le portable avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté plus ou moins. Donc, ce sont des vraies questions. Alors peut-être que je vais peut-être maintenant laisser, je ne sais pas quelle heure il est, mais un temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions pour pouvoir... voilà, c'est parfait, pour pouvoir un peu interagir et laisser au maximum les interactions, les questions émerger. Pourquoi vous êtes venu ici? Quels sont vos questionnements? Là, on constate quand même un appauvrissement des facultés cognitives. Du coup, est-ce que c'est un formatage au détriment de l'humain ou une béquille prothétique de la pensée? Alors là, je pense à Freud, qui avait dit que la technologie... C'est l'histoire de la technologie. La technologie, en fait, c'est une prothèse pour qu'on ressemble à Dieu. C'est un Dieu prothétique, la technologie, donc selon Freud. Selon l'anthropologie, la technologie, sans partir dans de grands discours sur l'innovation, la technologie, c'est en fait, on était à la base l'espèce la plus immature et la moins apte à s'adapter à l'environnement. Et du coup, on a un concept de néoténie, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a les 2 parties du crâne pas soudées. Notre progéniture sont les enfants dont nous prenons dans toutes les espèces. Dans toutes les espèces, on est en charge de nos enfants le plus longtemps par rapport aux autres espèces. Et du coup, on a vraiment une problématique d'immaturité comme ça. Ce qui a fait que, pour compenser ça, on a créé la technique. Et qu'aujourd'hui, clairement, on se retrouve au primat des autres espèces et dans une situation même un peu dérangeante vis-à-vis de l'environnement quand on pense à l'Anthropocène. Et du coup, là, on retombe sur toutes les questions du NEC autour des dirty data, de si le cloud était un pays, il serait le 3e pays le plus grand consommateur d'énergie, etc., etc. Toutes ces questions en lien aussi à l'environnement, est-ce qu'on en fait, sans parler des infrastructures et des câbles sous-marins géopolitiques qui drive vraiment ce monde du sans fil. Voilà. Du coup, réfléchir, agir, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle mesure, comment le combiner. Alors, j'ai quand même une petite... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est pas... c'est le seul truc que j'ai trouvé de bien à dire dans ce cas-là, c'est de se dire que tout ça, c'est vachement bien, mais il faut quand même connaître les outils. Si de façon passive, on les utilise sans les connaître, on n'a pas le pouvoir de compréhension, pas forcément technique à un grand niveau, mais un pouvoir de relecture critique, je pense qu'on n'est quand même pas très, très, très bien. Et du coup, je pense qu'il faut accompagner sur le plan de la formation les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les plus vieux adultes, dans tout ça, dans ces usages, pour rester quand même maître et possesseur de la machine. Et non pas de la nature. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Il y a un micro qui va arriver. Bonjour, je suis conseiller numérique pour le département de la Vienne et je suis, en tout cas officiellement, et je vais être formé dans quelques jours comme ambassadeur Mon Espace Santé. Et donc c'est à ce titre-là que je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'assister à votre masterclass, très intéressante. Concrètement, là, je me demande, mais qu'est-ce que je vais dire aux usagers, en fait je ne veux pas leur faire peur. Du coup, votre conclusion, en fait, rejoint un peu ma préoccupation et que ce que je veux faire en tant qu'ambassadeur Mon Espace Santé, en tant que conseiller numérique, leur
permettre de comprendre en fait les enjeux qui se déroulent autour de tout ce qui est Amélie, le numérique en santé et la prise en main de mon espace santé en fait pour pouvoir gérer eux-mêmes dans la mesure de leur capacité les droits qu'ils pourront mettre sur les différents documents qui sont déjà ou qui pourront être mis ou qui pourront mettre eux-mêmes sur mon espace santé. Alors, mon espace santé avait pour enceinte le DMP, le dossier médical patient, qui a peiné pendant des années à poindre, avec pourtant plus récemment l'initiative de mon espace santé qui fonctionne un petit peu mieux. Mais qui hésite quand même, qui est quand même encore très, très hésitante. Il y a de nombreux débats que vous pouvez trouver en ligne à ce sujet avec des personnes qui vous présenteront ces enjeux de façon vraiment spécialiste, en France et à l'étranger, de façon comparative, avec des modèles hispaniques, belges, qui sont beaucoup plus avancés que nous dans la récupération et l'interopérabilité des données de santé. Et l'acculturation aussi, c'est-à-dire le passage qui s'impose au cœur des besoins. Après, il y a énormément d'avantages pour des patients de voir fédérer et centraliser l'ensemble de leurs jeux de données quand des maladies complexes, chroniques sont en cours, à condition que l'outil et des fonctionnalités techniques qui permettent le téléchargement de radios qui sont très très lourdes, d'IRM qui sont très très lourds, et règlent un petit peu toutes ces questions techniques là pour rendre un réel service d'agencement des données à échelle personnelle. Et également des questions d'interopérabilité aussi, parce que c'est un peu le grand sujet d'interopérabilité pour qu'elle puisse se répondre d'un service à un autre, d'un centre hospitalier à un autre. Après, du coup, beaucoup d'avantages. Par contre, des dysfonctionnements aussi, et peut-être dans celui d'une traçabilité probable de diagnostic qui serait posé et qui partirait aux mains d'un assureur ou de quelque chose comme ça. Et là, c'est terrible, parce que là, on est dans la discrimination à état pur. J'ai fait moi-même, en tant qu'anthropologue, travaillant pour des pharmas, j'ai mené des enquêtes auprès de personnes atteintes de maladies chroniques, et notamment de dermatite atopique, qui disaient les tests gratuits remboursés, allergiques, etc., qui sont très associés avec la maladie de dermatite atopique, une forme d'eczéma. On ne les fait pas. On le sait, dans nos communautés, on ne les fait pas parce que derrière, on n'a plus le droit de faire de crédit. Les résultats passent au service des assureurs et derrière, on ne peut plus faire de crédit. Du coup, on voit nos droits de citoyens réduits de moitié et là, c'est l'enfer du combattant. Et du coup, il y a une vraie discrimination vis-à-vis des personnes atteintes de maladies chroniques ou handicapées. Et du coup, je pense qu'un des grands enjeux de ce service-là serait de sauvegarder ce type de privacy pour pas aller dans des mains qui derrière créent des déséquilibres et de sociétés qui sont non négligeables. Parce qu'en fait, nous, on a quand même intérêt à s'avancer vers une civilisation épanouie. On a envie, enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous, chacun, envie d'aller vers une civilisation épanouie. Et l'épanouissement d'une civilisation, c'est pas creuser des fossés entre et des inégalités entre les différentes couches de population. C'est pas comme ça qu'on est une civilisation épanouie. On est une civilisation épanouie en remontant vers le haut les personnes qui sont plus dans le besoin et qui souffrent de problèmes, en fait. Pour le domaine de la santé et en particulier toutes ces études anthropologiques, etc. Le problème, c'est que sur le terrain, cet argent-là, il n'est pas là pour les soignants qui sont vraiment là. Et c'est mon gros problème. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 6 ans d'hôpital. Je suis conseillère numérique depuis 4 ans. Et ça joint deux aspects que j'adore. Mais le problème, c'est que les fossés se creusent continuellement alors que l'argent investi est de plus en plus important. Donc, on se demande jusqu'où ça va aller. Pour qu'enfin ces études aient une réalité de terrain qui soit améliorée, puisque c'est un peu le but normalement. Et c'est là où ça m'inquiète, c'est que je vois qu'ils investissent de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de structures qui essayent plein de choses qui ne sont pas forcément concluantes.
mais que la réalité du terrain, c'est que les patients eux-mêmes ne bénéficient pas d'un accompagnement amélioré ou d'un service de santé au plus près de chez eux. Enfin, voilà, c'est là où la question se pose, où l'IA s'arrêtera, où tout ça s'arrêtera, pour se concentrer uniquement sur les gens. C'est là où on arrive à une posture un petit peu schizophrénique parfois, hein, très contradictoire, et où effectivement, en fait, je pense que le moderne, c'est vraiment à la base, on se dit qu'il y a un marché parce qu'on va réduire les coûts afférents à la santé. Et la santé est un système en crise à échelle nationale ou internationale. C'est un coût colossal. C'est le premier budget mondial, à échelle mondiale. Alors, certains pays priorisent le budget armement, guerre, etc. Mais la santé, à échelle mondiale, la moyenne statistique, c'est la santé. Et du coup, on peut qu'on va pouvoir faire des économies là-dessus. Et le fait est qu'on n'est pas du tout dans un système parfait, hein. Aucun système ne dure jamais, et on n'est pas du tout dans un. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a des systèmes de privilèges. Il y avait une relation très autoritaire, très autoritaire du médecin à son malade, sans jamais le remettre en question. Enfin, il y a énormément de dysfonctionnements dans l'état actuel des choses. Néanmoins, aujourd'hui, les systèmes hospitaliers sont en crise. Et vraiment, ils sont dans une crise systémique profonde où il y a un désengagement financier, un endettement important, de moins en moins de professionnels de santé, donc une raréfication de l'offre de santé sur les territoires, auxquels on a tendance à répondre « Ah, bah justement, ça tombe bien, on a la e-santé ». Mais c'est un peu une hypocrisie. C'est un peu... mais en même temps, c'est peut-être pas une hypocrisie. À nous de monter aussi des études pilotes. De toute façon, en ce moment, on joue le jeu. On est dans je pense qu'on est quand même dans un temps, dans une période de temps dans le temps, où on joue le jeu de la transposition du soin physique sur le soin numérique. Du coup, autant jouer jusqu'au bout. Et autant essayer vraiment, par des études pilotes et des initiatives, de voir comment ça pourrait marcher et à quelle mesure. Jamais de l'imposer de façon très sèche, parce que je pense que ce serait malhonnête. Mais vraiment, à condition d'une preuve de valeur ajoutée, tenter des expérimentations qui permettent de tester les choses. Ça me rappelle ces expérimentations sur lesquelles j'avais été conviée il y a moins d'1 an en arrière sur les cabines de télésanté. Et les premières expérimentations, c'était catastrophique. Alors là, je n'ai pas trop suivi le sujet, si c'est un petit peu mieux, mais bon, toutes les personnes, tous les usagers, ils disaient « mais c'est pas possible, quoi, au secours ». C'est une dégradation de la prise en charge du soin. Je veux dire, on met une pièce dans la machine, on rentre, on a un écran et derrière, boum, une ordonnance pour un médac. C'est pas ça, en fait. Du coup, je pense qu'à chacun de définir, profitons-en de cette période où on a le droit de participer dans nos propres parcours de soins, soit sur le plan personnel, soit sur un plan organisationnel. On est en phase de co-construction, finalement. Je pense que co-construisons, tentons honnêtement de co-construire ensemble les possibilités et les limites de cette promesse. Et en perdant pas, et du coup, et de façon honnête vis-à-vis des interlocuteurs, pour leur dire attention, ça peut être ça on pense que ça fonctionne, mais c'est aussi à toi de donner ta définition des choses et tes besoins, en fait, d'évaluer tes besoins. Si avec des moyens, ces outils nous permettent, comme la promesse faite, d'améliorer les conditions de prise en charge et de parcours de soins, d'une perspective 4, 5 ou 6 ou même 8P, peu importe, tant mieux, dont nous bénéficierons. Si en fait c'est juste de la poudre aux yeux et un phénomène de mirage qui cache d'autres réalités économiques et dont on fera partie de cette fameuse middle class qui va se faire effondrer en haut de la courbe gaussienne, là, arrive à un moment, dans ce cas, effectivement, c'est plus problématique. Laurent Laluc, centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et centre hospitalier public d'Hauteville. On a essayé de travailler sur la question d'un tiers-lieu d'expérimentation sur les financements qui étaient faits sur l'expérimentation de e-santé, avec le seul tiers-lieu qu'on proposait associé à la MENNUM, sur lequel l'idée c'était d'accompagner les usages auprès des patients, plutôt que d'accompagner la recherche avec des startups. Bon, 2 années de suite, le ministère n'a pas retenu la proposition de ce tiers-lieu d'expérimentation, mais ça donne l'idée par rapport à la question que vous posiez sur quel est notre espace à nous en tant que citoyens pour discuter de ces sujets-là, et pour répondre en faisant une petite, parce que je pense que la réponse est du même ordre, sur la question de tous les moyens, il faut voir qu'aujourd'hui, dans le financement des hôpitaux, et notamment sur les CHU, la partie médicaments revient plus cher que la partie soignants.
Parce que derrière, il y a des laboratoires pharmaceutiques, parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'industrie, comme disait monsieur, il y a du capitalisme, en fait. Et que la question de la recherche sur le numérique en santé, elle est financée aussi, enfin, elle est aussi sur une recherche de profit, sur une dynamique de santé, ce qui est à l'encontre de notre modèle de pensée avec le régime social, etc., etc. Enfin, le CNR, enfin, je ne refais pas l'histoire de la sécurité sociale en France. Mais on a plusieurs moyens d'action sur ces sujets. Le premier, c'est qu'on a une loi qui nous protège. La logique aujourd'hui et l'actualité nous le rappelle sur un tas d'autres sujets qui ne sont pas liés à la santé, c'est celle du consentement. Et on a toujours, de toute façon, et de plus en plus, y compris dans la certification des établissements hospitaliers, la logique de prendre en compte le consentement du patient à son soin et le consentement à l'usage aussi de dispositifs médicaux numériques sur son parcours de soins et sur les actes qu'on pose vis-à-vis de lui. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez sur le DMP et le fait de ne pas l'avoir ouvert, je suis un peu d'accord avec vous sur l'idée il faut toujours se méfier des réseaux sociaux, de l'infox, etc., etc. C'est juste qu'aujourd'hui, personne d'entre nous accepterait de continuer à gérer ses comptes bancaires avec des relevés de compte qu'on a une fois par mois, sans surveiller au quotidien ce qui se passe. Le DMP, ça permet juste aux patients d'aller d'un hôpital à l'autre et que le praticien qui n'a pas accès au dossier de l'hôpital précédent dans lequel on était puisse avoir au moins une information sur notre parcours de soins. Donc il y a quand même un certain intérêt à considérer qu'on respecte quand même tout ce qui est le droit du patient, c'est-à-dire la confidentialité, le non-partage de données non consenties. Et ça, c'est notre rôle à nous, parce qu'on est des citoyens et on vote. Et les lois, je suis désolé, mais c'est notre représentation nationale. Et quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas considérer que la majorité de la population ait envie d'aller vers le progrès social et la protection des libertés individuelles ou collectives. C'est un peu le souci. Enfin, je veux dire, on est tributaire aussi du régime démocratique. Et puis l'autre chose, c'est dans notre citoyenneté en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'on est tous citoyens et acteurs de la santé en même temps. Les hôpitaux publics sont des hôpitaux publics sur lesquels on a un droit de regard en tant que citoyen. On peut s'investir en tant qu'usager et en tant que patient quand on est patient. Encore une fois, on a droit en tant qu'usager et on peut revendiquer le fait que l'hôpital ne nous présente pas toutes les conséquences des actes qu'il nous pose, qu'il ne nous indique pas tout ce qu'ils vont faire de notre donnée de santé, etc. etc. Donc c'est comment le numérique est un vecteur d'empowerment, et ça c'est le rôle de... Et je vous remercie pour les conseillers numériques France Service sur l'accompagnement sur mon espace santé. Pardon ? Voilà, conseiller numérique. En tout cas, le premier message à donner aux citoyens, c'est vous avez le pouvoir. Voilà. La question, c'est comment vous l'exercez. Et comment on vous accompagne pour pouvoir l'exercer de façon pleine et entière, en fait. C'est une question d'empowerment, le numérique. Merci beaucoup, une jolie conclusion. Merci à vous de ces débats intéressants. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne exploration au cœur du NEC pendant 2 jours.